2024 est là, synonyme de renouveau et d'opportunités. Peut-être avez-vous cette année des projets, des résolutions pour changer votre vie professionnelle. Alors les amis, pensez au parcours Chance. Chance, fidèle partenaire de Métamorphose. Chance, c'est ce bilan de compétences qui vous aide à redonner du sens à votre vie professionnelle. En 3 mois seulement, redéfinissez vos objectifs et retrouvez ce qui vous anime vraiment avec un coach dédié. Chance, c'est aussi une communauté engagée qui est là pour vous soutenir, vous épauler et vous ouvrir son réseau. Et en prime, le parcours est 100% finançable grâce au CPF. Alors les amis, je vous invite peut-être à surfer sur l'énergie de la rentrée et des bonnes résolutions pour cette fois-ci vous mettre en action. Rendez-vous immédiatement sur le site chance.co pour faire le point gratuitement avec un conseiller et changer ce qui ne va pas ou plus dans votre vie professionnelle. Bienvenue dans cette nouvelle série inédite de méditation avec Cola Zibo. Au sein de son podcast Looping, Cola a voulu mettre en lumière des personnes nous racontant des histoires intimes de transformation profonde grâce à la méditation, sous forme de témoignages et en abordant des récits de destin exceptionnels, de vie passée à la recherche de sa vérité intérieure. C'est pourquoi nous avons eu envie de vous partager ces 3 témoignages de Davina, William et Marina qui sont divisés en 2 parties tous les vendredis pendant 6 semaines dans Métamorphose. Alors avec Cola, plongez dans ces récits puissants de méditation. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je m'effondre en fait comme une sorte de prosternation face à l'autel. Là, je suis en larmes tout le temps. Je crois que j'ai jamais autant versé de larmes pendant ces enseignements. Et il n'y a aucune raison, il ne se passait rien de particulier. Simplement, le grand nettoyage de retrouver ce lien pur avec le maître. Bienvenue dans Looping, des itinéraires d'aventuriers spirituels. Je vous emmène virevolter dans les multiples virages que prend la vie quand on commence à s'asseoir et à regarder à l'intérieur de soi. Dans la première partie de cet épisode consacré à Marion, on l'avait quittée en pleine crise spirituelle sur une plage de Thaïlande, à prendre des coups de soleil, à manger de l'ananas, loin de toutes les préoccupations trop austères qu'elle a connues dans les monastères. Cette petite parenthèse dans une existence dédiée à sa vie intérieure ne va pourtant pas durer, et il est temps pour Marion de rentrer en France, car c'est là qu'une surprise l'attend. Après être rentrée en France, je me rends compte que j'ai fait une demande de visa pour arriver au Tibet. Parce que à l'université du Tibet à Lhasa, il y a un papier qui m'est envoyé parce que j'ai fait la demande de candidature pour être étudiante. Et j'avais complètement oublié que j'avais fait ça. Et quand j'arrive en France, la lettre d'invitation officielle arrive. Et j'ai eu 1 mois pour faire mes valises, pour rejoindre l'université à Lhasa, au Tibet, pour commencer mes cours de tibétain à l'université. Et là, je suis réticente à y aller, parce que je me dis, oh non, je vais pas me faire rattraper par ce que je viens de réussir à tout faire exploser. Je veux vraiment plus avoir rien à faire avec tout ça, tout le monde tibétain. Et puis finalement, j'envoie quand même mon passeport à l'ambassade de Chine à Paris. Je perds mon passeport, finalement je récupère, j'obtiens mon visa, et puis j'achète un billet et j'arrive à Lhasa. Donc je ne sais pas exactement quelle est la motivation à ce moment-là qui me pousse à faire ces démarches et arriver jusqu'à l'université du Tibet à Lhasa. Mais c'est une fois sur place que je réalise que, en fait, le Dalai Lama a écrit une lettre pour les étrangers qui viennent étudier au Tibet, comme quoi la culture tibétaine est vivante sur la terre du Tibet et qu'il y a une transmission et un accès direct là-bas qui est important et il encourage beaucoup les étudiants à aller là-bas. Et puis mon maître Bokar Rinpoche, au même moment, lui dit « J'aimerais pouvoir aider les nomades du Tibet à, par l'éducation, retrouver plus de pouvoir d'action, plus de pouvoir d'autodétermination pour leur futur et il aimerait qu'une ONG se crée là-bas. » En réalité, ce n'est pas la première fois que Marion pose le pied au Tibet,
quelques années plus tôt, elle y avait déjà fait une incursion. J'avais été avec des journalistes qui avaient besoin d'un interprète et on est arrivé à Lhasa. Et en sortant de l'avion où l'air et l'immensité du Tibet tout d'un coup rentrent dans mes yeux et dans ma bouche et dans tous les pores de ma peau qui s'ouvrent à cet espace illimité. Et je pleure à la fois tristesse et de reconnexion avec ma maison de toujours. Un peu comme dans les yeux de Bokar Rinpoche ou dans ce miroir en fait du regard du maître où je me sens unie, non séparée avec lui. De la même manière, je retrouve cet état où il n'y a plus de barrière entre ce que je ressens à l'intérieur et ce qui m'entoure. Et cette barrière s'effondre et je me sens unifiée au Tibet. Il y a des larmes qui coulent sur mes joues. Et je sens que je peux rester avec cette souffrance liée à cette terre et à ce peuple et de ne pas m'effondrer avec elle. Là, la grande découverte au Tibet, c'est que l'aspect religieux est interdit. Donc je ne peux plus pratiquer le bouddhisme tibétain tel que je le connaissais dans le monastère à Darjeeling. Au contraire, je me moule d'un personnage qui devient complètement ordinaire au niveau séculier. Je suis juste une étudiante qui vient apprendre le tibétain et qui n'a jamais entendu parler du Dalai Lama, qui n'a jamais entendu parler d'un maître comme Bokar Rinpoche, qui n'a pas entendu parler de méditation et qui simplement se fond dans le système administratif et éducatif local qui m'accueille, sans faire de vagues, en totale discrétion. Et en fait, j'y trouve une forme de grand nettoyage intérieur, puisque finalement, maintenant, il n'y a plus que la pratique intérieure qui me soutient. J'ai acquis une sorte de discipline, de pratique de méditation au quotidien, mais que je peux même arriver à pratiquer sans avoir besoin d'un cadre formel, puisque dans ma chambre même, à l'internat, sur le campus universitaire à Lhasa, je ne peux pas avoir d'hôtel ou de lieu de méditation ou de photos de mes maîtres. Donc tout est vraiment devenu un hôtel et un lieu de refuge intérieur. Au bout de quelques mois, 6 mois, 1 an peut-être sur le campus universitaire à Lhasa, je commence à comprendre où sont les limites à ne pas dépasser pour avoir une pratique de méditation que je retrouve en fait sous une forme plus formelle, enfin une pratique formelle. Et donc j'arrive à avoir un coussin de méditation dans ma chambre et je mets même une photo de mon maître ou de quelques mois. Et puis au moment où je me pose cette question, je m'effondre en fait comme une sorte de prosternation face à l'autel devant sa photo. Et là en fait je retrouve toute la dévotion que j'avais mis à distance pendant ces 2 ans parce que j'étais encore en crise, en colère contre mon maître. Cette dévotion, elle m'envahit encore plus forte même que celle que j'avais connue avant. Évidemment, là, je me remets à être très, très sensible, à être touchée, à pleurer, juste à l'idée de le retrouver, de le revoir. Je retourne à Darjeeling, j'écoute les enseignements. Là, je suis en larmes tout le temps. Je crois que j'ai jamais autant versé de larmes pendant ces enseignements. Et il n'y a aucune raison, il ne se passait rien de particulier. Simplement, le grand nettoyage de retrouver ce lien pur avec le maître. Et il était totalement ouvert à l'idée que j'avais fait ma petite crise d'adolescence et que je revenais simplement sans avoir rien à expliquer de ce qui se passait dans ma tête à ce moment-là. Et le lien qui s'est créé, c'était un lien qui est devenu beaucoup plus pratique avec lui. C'est-à-dire qu'il me demandait des nouvelles du Tibet et des possibilités d'ouvrir une ONG au Tibet pour aider les nomades de sa région. Et donc je lui donnais en fait des informations qui étaient importantes et pratiques pour la réalisation de son souhait. Je repars au Tibet pour continuer donc le travail de développement d'une ONG pour les nomades. Et au bout d'1 an, Bokar Rinpoche décède. Lorsque Bokar Rinpoche quitte notre monde physique, Marion est en Inde, à quelques milliers de kilomètres de Darjeeling, dans des circonstances bien particulières. Donc à ce moment-là, je commence mon travail de guide dans l'Himalaya
et je suis guide au Ladakh en Inde. Et la nuit où il est mort, j'étais au fin fond donc, des montagnes. Je me lève dans un sursaut en criant, en hurlant sous ma tente, en sentant qu'il y a quelque chose qui se passe. Et le lendemain matin, on redescend dans la vallée et j'ai de nouveau une connexion Internet et j'apprends qu'il est décédé la veille. Chez les bouddhistes tibétains, les rites funéraires durent exactement 49 jours. Cette période est appelée bardo, elle correspond au temps nécessaire pour permettre à l'esprit du défunt de passer du cycle de la mort à celui de la renaissance. Les rituels funéraires auxquels Marion va participer sont donc destinés à aider l'esprit de Bokar Rinpoche à traverser cette période de transition en toute sécurité en lui offrant des prières et des offrandes pour l'aider à se libérer des attachements terrestres. C'était les derniers jours de mon accompagnement de voyage avec un groupe de touristes, de trekkers. Et je prends le premier avion pour aller à Darjeeling. Et donc j'arrive le surlendemain. Et là, je passe pas tout à fait 49 jours de rituels funéraires. Mais voilà, je fais des allers-retours entre le monastère et le Tibet. Donc j'amène aussi les sels qui ont permis d'extraire l'eau du corps de Bokar Rinpoche avant d'être embaumé. Je l'amène au Tibet. Et puis le Karmapa arrive pour les derniers jours, les dernières semaines du rituel. Et le Karmapa donne des enseignements sur l'environnement, sur l'écologie, son lien très fort à la terre. Je comprends que c'est une direction qui nous est donnée à tous les pratiquants de cette lignée de maîtres, d'être dans l'action en lien avec la terre et avec le vivant pour restaurer des écosystèmes là où on peut les restaurer. Donc ça me renforce dans ma motivation de retourner au Tibet et de continuer finalement le travail qui a été initié d'après le souhait de Bokar Rinpoche, d'aider les nomades qui eux-mêmes sont les protecteurs de cette terre du Tibet. Et donc petit à petit, il y a une université qui va se créer autour de ce projet, l'université des nomades au Tibet. Alors pour subvenir à mes besoins au Tibet, je suis guide de trekking. J'ai simplement 2 jambes, une bonne condition physique, je suis jeune, je parle le tibétain, je comprends tous les codes culturels des Tibétains quand ils travaillent entre eux et donc je peux me fondre dans leur système, l'organisation avec eux. Et je deviens forcément un médiateur entre les groupes de touristes et les équipes tibétaines. Ça va durer de l'âge de 23 ans jusqu'à ce que je parte du Tibet en 2020, donc 40 ans. Progressivement, alors je passe de guide de trekking à guide culturel, puis après à guide de montagne, moyenne montagne, haute montagne, et puis après très haute montagne, parce que je suis formée par les guides tibétains, les guides de montagne à leur école pour acquérir des compétences plus techniques de grimpe, vraiment en altitude et avec des piolets, des crampons, donc passer des passages un peu sensibles, la lecture des glaciers, comprendre où vont tomber les avalanches, etc. Puis en échange, moi je les forme aussi à comment développer des expéditions responsables au niveau écologique et aussi au niveau humain et culturel, enfin de préserver la culture tibétaine au sein même de cette industrie de la très haute montagne, notamment sur l'Everest, qui attire énormément de touristes. Cet engagement pour l'Everest va se concrétiser lors d'un événement particulier de profonde connexion à la montagne. En 2013, donc j'ai 33 ans, les guides tibétains me proposent d'aller voir sur le sommet de l'Everest ce qui s'y passe et de comprendre avec eux les enjeux principaux par rapport à la pollution, par rapport à la mauvaise gestion aussi de l'équipement. Tout ce qui est monté en fait là-haut n'est pas forcément redescendu de manière aussi systématique qu'ils le souhaiteraient, notamment les cordes, les vieilles cordes, les bouteilles d'oxygène. Donc ils sentent qu'il y a un problème, mais ils ne sont pas encore très au clair sur la vision qu'ils veulent donner en fait à leur projet pour résoudre ce problème. Donc je vais avec eux en 2013 au sommet de l'Everest. Donc c'est la première expédition 100% tibétaine
où on décide ensemble d'être à l'écoute de la montagne, de l'Everest, qui d'ailleurs ne s'appelle pas du tout l'Everest pour les Tibétains. C'est une déesse, la déesse mère éléphant, qui veut dire Jomo Langma en tibétain. La montagne nous dit à quel point ça ne va pas du tout. La situation est très critique. Sur la face nord, au Tibet, il y a 10 tonnes de déchets qui sont laissés abandonnés comme ça depuis des dizaines, 30 ans même d'expédition. En fait, sur cette première expédition, il y a un symbole très, très net qui apparaît dans mon expérience et dans la vision qui va devenir la vision du projet Clean Everest. C'est qu'en fait, le sommet de la montagne est comme la tête d'un aigle, et de chaque côté il y a les deux ailes de l'aigle, donc c'est les épaules de la montagne. De cette tête coule une larme qui est formée en fait par tous les déchets qui sont laissés sur les différents camps en altitude juste avant d'arriver au sommet. Et quand avec les Tibétains, on réalise la peine, la tristesse de la montagne qui verse une larme pendant 3 ans, donc il y a quand même un long processus de réflexion sur comment on va réussir à mettre en œuvre des actions concrètes de construction de zones de dépôt de déchets, de collecte de déchets, de transport de déchets, toutes les ressources qu'il allait falloir mettre ensemble pour arriver à ce que ça se réalise concrètement. Et c'était cet aspect-là qui manquait, parce que la vision, elle était assez prête à émerger au départ, en 2013, quand la première expédition s'est faite. Par contre, la manière de mettre en action, mettre en musique toute l'opération Clean Everest, ça a pris beaucoup plus de temps. Donc, planifier, organiser, coordonner, ça a démarré en 2016. En bout de 3 ans, les résultats sont vraiment apparus de manière extraordinaire, parce qu'en fait, en peu de temps, les collectes de déchets se sont mis en place avec beaucoup de bénévoles qui arrivaient de 4 coins du monde, qui étaient là sur la montagne et qui savaient de toute façon pas quoi faire de leur temps libre pendant les périodes d'acclimatation. Donc finalement, il y a eu un engouement assez vite sur le nettoyage des déchets. Il manquait juste l'infrastructure et il manquait le cadre et l'organisation avec le transport, notamment, surtout les transports avec les yaks qui viennent en altitude, qui sont là à 6500 mètres et qui après redescendent les sacs. Et puis il y a une force de détermination qui s'est renforcée au fil des années pour aller jusqu'au bout. Parce qu'une fois que la mayonnaise commence à bien prendre, après la vision c'est que la montagne soit complètement propre, qu'elle retrouve totalement sa pureté et que les glaciers soient comme intacts. Mais aussi c'est devenu un symbole. C'est-à-dire que la propreté de la mère déesse éléphant, Jomo Langma, la montagne la plus haute du monde, devenait en fait un exemple, un modèle pour avoir leur vie et la motivation de nettoyer toutes les autres montagnes autour sur l'Himalaya. Et c'est devenu aussi pour les Tibétains qui vivaient donc au pied de cette montagne, ou à Lhasa, une sorte de réappropriation des valeurs tibétaines, de ce lien très fort à la nature, puisque c'était eux les gardiens et les ambassadeurs des questions de dépollution de la montagne. Et ça devenait même une partie forte de leur identité. Pendant toutes ces années d'action auprès de la montagne, à méditer sous des tentes ou en grimpant sur les sommets, la relation que Marion entretient avec la méditation évolue lentement, petit à petit. Elle y introduit une plus grande dose de douceur. Ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait, dans ma manière d'être active au Tibet sur les projets, il y avait beaucoup de force, de détermination, donc dans l'effort joyeux, et d'une volonté assez forte d'aller au bout de mes missions. Et aujourd'hui, je réalise qu'à travers ma pratique de méditation, la douceur devient l'élément principal de ce que je cultive. Ma contribution, je crois, dans cette nouvelle phase de ma vie en Occident, c'est cette douceur au service du collectif. Il y a moins une volonté d'y arriver à tout prix et par moi-même, mais plutôt cultiver la douceur pour que ce qui est encore en moi a envie d'aller plus vite et plus haut que les autres se dissout
pour que ce qui va émerger soit vraiment de l'ordre d'une intelligence et d'une sagesse collective. Voilà, c'était l'histoire de Marion, celle d'un chemin de guérison tourné vers les autres et la nature. On a enregistré cet épisode dans la maison de ses parents, en plein Périgord vert, plus précisément dans sa chambre d'enfant qui n'a pas beaucoup bougé depuis les premières méditations de son enfance. Si vous voulez en savoir plus sur les multiples aventures de Marion, sachez qu'elle a publié 2 ouvrages. Le premier s'appelle « Respire, tu es vivante » aux éditions Massot. Et le deuxième vient de sortir, s'appelle « L'Everest du potentiel » chez Flammarion. Vous retrouverez, comme d'habitude, toutes les informations en description et sur la page de l'émission. Ce podcast est soutenu par le fonds de dotation Nouveau Monde, fonds qui finance et accompagne des projets pour développer la pratique de la méditation en France. Ce podcast est diffusé sur l'application de méditation Mind si ça vous intéresse, sur Métamorphose et ainsi que sur la chaîne de Looping où vous trouverez aussi des épisodes bonus. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, si vous croisez la sagesse qui vagabonde à Dodiac, n'hésitez pas à faire un petit rodéo avec elle. Bonne méditation à toutes et à tous, à la prochaine, ciao, bye bye. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Deezer et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.